Bonjour à tous et bienvenue pour ce septième et dernier épisode de notre webinaire Un métier d'exception avant les vacances. Je vous rassure, on reprendra à la rentrée. Je suis Émilie, la cofondatrice de My Job Guessing. Je suis ravie de vous retrouver ce jeudi encore pour vous présenter un tout nouveau métier d'exception puisqu'on a la chance de recevoir ce soir Nicolas Demassieux du groupe Orange. Vous savez que pendant le confinement, on a voulu aller plus loin, mais Job Guessing, c'est le réseau professionnel facile pour tous les étudiants. Le but, c'est de vous permettre de rencontrer des professionnels, 48 000 professionnels de tout métier, tout secteur, qui sont là pour vous partager la passion de leur métier, vous faire découvrir des métiers, vous aider à trouver votre voie. Parce qu'on ne le dit jamais assez, trouver le métier dans lequel vous allez être épanoui. Vous en avez pour 40 ans. Une fois que vous vous lancez dans le monde professionnel, autant faire quelque chose qui nous plaît tous les jours et dans lequel on se sent bien. Donc, c'est pour ça qu'on a créé il y a 4 ans et demi My Job Guessing. On a l'immense chance d'avoir un réseau de professionnels extrêmement bienveillants qui vous accordent 1 heure de leur temps, plusieurs fois par mois, pour échanger avec vous, vous faire découvrir leur métier, vous expliquer ce qu'ils font au quotidien. Donc, on vous encourage à continuer à aller les voir. Et vous savez que pendant le confinement, on a voulu créer un nouveau format pour vous accompagner pendant cette période qui est compliquée pour vous, on en est conscient. Et on a eu cette idée d'interroger des personnalités d'exception qui acceptent pendant 1 heure de partager avec vous leur quotidien, leur métier, leur mission et de vous donner de nouvelles idées pour peut-être un jour, on l'espère, que vous puissiez suivre leur voie. Donc ce soir, je vous rappelle un petit peu les règles du jeu. La première demi-heure, c'est moi qui aurai la chance d'interviewer notre invité, de lui poser des questions sur son parcours, sur ses missions. Et puis après, ce sera à vous. Je prendrai vos questions et je me ferai votre interprète. Alors, pour vous dire comment ça fonctionne, on a un chat sur le côté. Marion vous a écrit un petit message de bienvenue. N'hésitez pas vous aussi à nous faire un petit coucou pour nous montrer que vous avez compris comment ça marche. Et un onglet questions auquel je vous invite à poser vos questions tout au long de la session pour que à 18h30 précise, je puisse arrêter de poser mes questions pour prendre les vôtres. Et pour que je puisse vous représenter au mieux, n'hésitez pas à me dire qui vous êtes. Donc, par exemple, Émilie, 23 ans, en première année d'école d'ingénieur à Centrale Paris, par exemple. Et puis, vous indiquez votre question derrière. Comme ça, je peux mieux donner du contexte à notre invité pour pouvoir expliquer votre question et qu'il puisse y répondre au mieux. Voilà, je vous ai fait assez patienter. Donc, je suis extrêmement heureuse de recevoir Nicolas Demassieux. Nicolas, bonjour. Au nom de toute l'équipe My Job Guessing, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie de partager cette heure en notre compagnie. Bonjour. Nicolas, vous êtes directeur de la recherche du groupe Orange. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre parcours pour en arriver jusqu'ici ? J'ai fait une école d'ingénieur, donc en partant d'une prépa en province, lycée Henri Poincaré à Nancy, j'étais de l'Est à l'époque, et puis ensuite, à la fois le hasard des concours et le goût des télécoms, parce que j'ai toujours aimé communiquer. J'ai eu la chance d'être recruté à l'époque où ça s'appelait Télécom Paris, ENST, Télécom Paris, ça a changé de nom, pas le Paris Tech, voilà. Et donc j'ai fait mon diplôme d'ingénieur et j'en suis sorti. Et contrairement à tous mes camarades de promo qui allaient tous dans l'industrie, d'abord j'ai rencontré mon épouse, qui est aussi diplômée de la même école, et j'ai décidé d'y rester. C'est-à-dire qu'en fait j'avais l'impression de ne pas avoir appris assez de choses, d'avoir encore plein de trucs à découvrir. Donc je suis resté comme chercheur à Télécom Paris, où j'ai passé une quinzaine d'années. Donc j'étais chargé de recherche, puis chargé d'enseignement recherche, puis maître de conférence, puis professeur, puis directeur du département d'électronique de Télécom Paris. Et donc j'ai fait et de l'enseignement et de la recherche dans le domaine de la microélectronique. C'était mon domaine d'origine, c'était des circuits intégrés, c'était le tout début des circuits intégrés. Et là, on est en 81, 82, 83, vous voyez, c'était il y a longtemps. Ensuite, au bout d'une quinzaine d'années, je me suis rendu compte que c'était un super milieu, mais j'ai eu envie de découvrir autre chose, parce que j'enseignais à mes étudiants de diversifier leur parcours, et à un moment donné, je me dis, applique à toi-même ce que tu dis aux autres. Donc, j'ai changé complètement, et j'ai été recruté par une boîte internationale, Motorola, qui à l'époque était numéro 2 mondial dans les télécoms, pour m'occuper de la création d'un nouveau centre de R&D en région parisienne. Alors, j'avais un très gros département, 40 personnes, etc. Et là, j'ai redémarré à 4 personnes pour faire un truc tout nouveau. Il fallait monter un centre de recherche. Et ce centre de recherche, c'est devenu, au bout de quelques années de travail, etc., c'est devenu le plus gros centre de recherche de Motorola en dehors des États-Unis.
Et donc, j'y ai passé aussi presque une quinzaine d'années. Puis cette entreprise, comme beaucoup d'entreprises, elles ont des mésaventures. Et Motorola, qui était numéro 2 mondial, est tombé très brutalement. En 3 ans, tout était fini, on vendait plus rien. Enfin, c'était voilà. La fin. Donc là, j'ai quitté l'entreprise. Et j'ai passé ensuite 2 ans, je me dis c'est ma chance, j'ai toujours eu envie de faire une start-up, donc j'ai fait 2 ans à essayer de monter une start-up dans le domaine du big data. Là, on est en 2009, 2010, 2011. Bon, c'était un peu tôt, j'ai pas réussi à monter mon financement, mais je me suis bien éclaté aussi comme entrepreneur dans les startups. Et j'ai fini par rejoindre le groupe Orange il y a 10 ans, un peu plus maintenant, et j'y suis toujours comme directeur de la recherche. Ça veut dire quoi, être directeur de la recherche dans le groupe Orange? Déjà, on fait de la recherche dans le groupe Orange. Comment ça marche? Alors, on est dans la recherche privée, donc entre recherche industrielle, recherche appliquée, un peu plus appliquée que la recherche à CNRS ou dans les universités. On est assez originaux parce que la plupart des opérateurs de télécom, en France, nos concurrents français, mais aussi à l'international, très peu font de la recherche. C'est vraiment très rare. La recherche industrielle est plutôt faite par les constructeurs. Alors, ça va depuis Samsung sur les mobiles jusqu'à Ericsson, Nokia sur les antennes ou les infrastructures. Donc, Orange, on a 750 chercheurs, dont 150 doctorants qui sont à cheval entre l'entreprise et l'université ou des labos de grandes écoles ou du LINRIA ou du CNRS. Et on mène avec cet investissement, parce que c'est beaucoup d'énergie et d'argent, et on mène de la recherche dans des domaines aussi bien technologiques, l'Internet du futur, la 5G, la 6G, l'Internet mobile, l'Internet des objets, l'intelligence artificielle, la sécurité, tout ça, c'est des technologies. Et puis, on a aussi de la recherche sur les usages, comment nous utilisons les nouveaux services, comment on invente de nouveaux services, comment les gens réagissent. Donc, on a aussi des sociologues, des économistes. Donc, c'est un mélange entre recherche technologique et recherche sur les usages du numérique au général. Et du coup, avec vos équipes, est-ce que vous pouvez nous donner par exemple quelques exemples concrets de projets sur lesquels vous travaillez? Alors, par exemple, travaillé dans le passé? La recherche, on est dans les temps courants, mais par exemple, pour définir une nouvelle génération de réseaux mobiles, donc là, on est en plein dans la 4G. Moi, j'ai connu la 2G, la 3G, la 4G. Bon, maintenant, il y a 8 ans, on a commencé à réfléchir à ce que pourrait être la 5G. Vous voyez, il y a 8 ans, un autre monde, il fallait qu'on imagine le monde d'après et de fabriquer, parce qu'il faut très longtemps pour définir les technologies, pour ensuite faire de ce qu'on appelle la normalisation, donc vérifier que tous les téléphones pourront parler à tous les téléphones du monde, puis ensuite vraiment déployer un réseau. Donc, on a travaillé sur la 5G et là, on commence à réfléchir à quel sera le besoin en 2030. Et on a fait, par exemple, de la prospective sociétale pour imaginer le monde de 2030. Alors, nul ne sait ce qui sera, mais on imagine des scénarios et on en déduit ce qu'il faudrait faire pour préparer ce futur, quels seront les besoins de connectivité. Orange se caractérise aussi parce qu'on est opérateur, vous connaissez en France évidemment, on est très connu, mais on a plus de 40 pays et on est aussi opérateur en Afrique qui n'ont pas du tout les mêmes besoins que nous. Pour nous qui sommes déjà en train de réfléchir à faut-il déployer la 5G, mais l'Afrique, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore la connectivité et leur problème, c'est même d'avoir le réseau. Alors, on travaille aussi sur des tas d'idées avec des satellites, des drones, etc., pour ramener de la connectivité pas chère à des pays où il n'y a pas assez d'argent pour se payer des forfaits très chers. Donc ça, c'est la connectivité. À l'autre bout, on est c'est pas connu, mais on est dans les meilleures équipes du monde en intelligence artificielle. On a des chercheurs vraiment au plus haut niveau mondial qui font des compétitions de chercheurs avec Google ou avec Facebook, et on gagne parfois ces compétitions, c'est-à-dire sur des compétitions de technologie. On a des excellents chercheurs sur l'IA qu'on applique ensuite, par exemple, à améliorer la performance de nos réseaux. Donc, c'est une IA qui va automatiquement vous améliorer le service quand vous avez l'Internet qui lag. On a des mécaniques d'intelligence artificielle pour restaurer un meilleur service quand ça lag. Et dans le domaine un peu des services, par exemple, on est en train de faire pour l'Afrique, pour donner un exemple pour l'Afrique, on a fait le premier prototype d'un chatbot, vous savez, qui parle, enfin, vous lui parlez, il vous répond par la voix, mais pas en anglais, pas en français, parce que ça, c'est vieux, mais en Wolof. Et donc, on va sortir le premier chatbot en Wolof parce qu'en Afrique, il y a des gens qui ne savent pas écrire et pour qui l'interface vocale est extrêmement importante.
Et donc, on essaie de bosser avec eux parce que nous, on parle pas le Wolof, mais il y a des ingénieurs aussi qui bossent pour nous là-bas et on arrive à fabriquer en mélangeant des experts en IA et des experts de la langue et des gens du pays à fabriquer quelque chose d'exceptionnel. Un dernier point sur lequel on investit beaucoup, et depuis longtemps, c'est pas parce que c'est à la mode aujourd'hui, mais depuis longtemps, on est en pointe sur tout ce qui est économie d'énergie dans les réseaux. Donc, comment faire le même service, comment transporter vos gigaoctets avec beaucoup moins d'énergie, de dépenses énergétiques et donc de CO2. Et donc, il y a 7-8 ans, on a commencé à faire des efforts très importants. Il faut savoir que votre trafic, y compris cette vidéo-là, c'est plus 50% par an. Tous les ans, vous augmentez vos consommations de data, et vous le voyez dans vos forfaits, pour plus de 50% par an. Mais si on faisait rien, ce serait plus de 50% de consommation électrique en plus. Eh ben, nous, on arrive à baisser la consommation électrique d'Orange alors qu'on achemine chaque année, et encore plus pendant la crise Covid, on a encore augmenté les débits, et on arrive quand même à contrôler, voire à baisser notre consommation et nos émissions de CO2 grâce à la recherche qui nous a permis d'avoir des tas de brevets, des tas d'idées d'économie d'énergie dans nos réseaux. Donc, c'est un sujet qui est important pour vous et sur lequel vous travaillez. Quand on a préparé ce webinaire, vous me disiez même que vous aviez alerté il y a quelques temps, vous avez été un des premiers à dire qu'il fallait faire mieux. Bah oui, parce que, bon, comment ça se passe? La 5G, on commence à en parler aujourd'hui dans les médias. Mais oui, les industriels du monde entier, et quand je parle d'industriels, je parle de Samsung, je parle d'Apple, je parle de Google, je parle d'Ericsson, Nokia, tous ces gens-là, et les opérateurs. Il y a 8 ans, on se réunit dans ce qu'on appelle des organismes de normalisation pour commencer à réfléchir comment on va créer une technologie que tout le monde pourra utiliser en même temps, c'est-à-dire interopérable. Et la première question qu'on se pose, c'est à quoi elle va servir cette technologie? Dans 5 ans, dans 10 ans, de quoi on aura besoin? Et effectivement, c'est Orange, c'est de mon PC qu'on a envoyé un mail à cet organisme pour dire il faut que la 5G soit beaucoup plus économe en énergie que la 4G. À l'époque, on démarrait toujours tout juste la 4G. Et on a aujourd'hui une technologie qui est 10 fois plus efficace en énergie par gigaoctet que la 4G. Et ça, c'est parce qu'on a dit il y a 8 ans, c'était ça le problème du futur. Un des problèmes du futur, c'est de faire des choses beaucoup plus sobres en énergie. Alors, c'est pas parfait, et on peut toujours faire mieux, mais c'est une fierté d'être dans une industrie qui essaie de voir au-delà de l'urgence et de se dire de quoi on aura besoin dans quelques années et de mettre en place de la recherche pour avancer sur ces questions. Si on revient sur votre job et votre quotidien, c'est quoi votre quotidien? Ça ressemble à quoi une de vos journées? Alors, elles sont assez différentes. Moi, ce que j'aime bien, c'est, je dis souvent, la tête dans les étoiles et les pieds dans la glaise. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui aime bien être abstrait, réfléchir au futur, aux nouvelles technologies, et en même temps voir des choses concrètes. Et donc, mon quotidien, et j'ai vraiment fait attention à ça, c'est, on a 700 chercheurs, et je ne veux pas être un directeur de la recherche qui est dans les bureaux à faire du pilotage financier. Donc, je rencontre des thésards, on discute de leurs sujets, ils me donnent leurs idées d'ailleurs. Je rencontre des responsables de programme et ils m'expliquent et puis j'essaye de les aider quand ils ont des problèmes. Donc, c'est beaucoup de rencontres pour d'abord comprendre concrètement les idées des chercheurs parce que la recherche, c'est aussi, ça se décide pas d'en haut. Ça émerge de plein d'explorations qui marchent pas et donc, il faut bien comprendre ce qui émerge. Il faut aussi écouter dans le monde extérieur d'Orange. Donc, je passe une partie de mes journées aller sur Twitter, aller sur les réseaux sociaux pour comprendre les questions qui se posent dans le monde en général et se dire derrière, mais en quoi notre recherche d'Orange doit évoluer pour faire face à ces questions. Et puis après, évidemment, comme dirigeant, forcément, on a des responsabilités financières, budgétaires, de ressources humaines, de recrutement. On passe beaucoup de temps à choisir les compétences, à recruter des doctorants, à recruter aussi des ingénieurs de recherche, à les former, à développer des plans de compétences. Donc, c'est à cheval entre la technologie, la stratégie, le financier, parce qu'il y en a, le développement des compétences et de l'humain en permanence. Et ça fait des journées où il y a des grosses réunions et puis des petits dialogues, des petites rencontres sympas. Vous nous avez parlé de recrutement et d'équipe. Vos équipes aujourd'hui, elles sont comprises par quel type de profil? Et puis, est-ce qu'il y a des femmes dans vos équipes ou est-ce que c'est très masculin comme univers? Comment ça se passe?
Bah, vous le savez, malheureusement, l'univers numérique, il est trop masculin. Bon, Mhm. je suis désolé. Alors, moi, je suis très militant depuis longtemps de changer les équilibres qui existent. Alors, c'est difficile parce que quand j'étais dans les années 80, dans le numérique, il y avait plus de femmes dans les écoles que maintenant. C'est-à-dire qu'on est passé par une augmentation du nombre de femmes dans les écoles qui faisaient du numérique, hein, du soft, du Ouais. code, etc. Et puis, c'est en train de redescendre. Alors ça, je trouve ça dramatique. Parce que moi, quand j'étais à votre âge, je m'imaginais que la tendance allait, dans le temps, aller à 50-50. Enfin, pour moi, je voyais pas pourquoi. D'autant que mon épouse est là plein dans le numérique, elle fait un job très technique et bon. Donc, pour vous répondre, on fait vraiment des efforts. Alors, pour prendre l'exemple, tous les directeurs de domaine de recherche, mon comité de direction à moi, il est paritaire. Les responsables de programmes, ceux qui managent des gros programmes de recherche, on arrive à 30% de femmes, alors que les statistiques dans le numérique, c'est plutôt 12 à 15%. C'est pas parfait, mais il y a un effort, il y a pas mal de choses qu'on fait et il y a vraiment une sensibilité importante à Orange sur cette question-là et beaucoup d'actions concrètes, parce que c'est une chose d'en parler en théorie et une chose de prendre des décisions concrètes tous les jours pour encourager des jeunes femmes à se développer, même à candidater. J'ai un exemple récent, les jeunes femmes souvent n'osent pas se proposer pour gagner des prix scientifiques. Vous savez, on décerne des prix scientifiques, puis souvent les gens n'osent pas se proposer parce qu'ils sont trop modestes. Bah, c'est un de mes rôles de dire à une jeune femme brillante, mais ce que tu as fait, c'est largement au niveau, tu peux gagner ce prix. Il se trouve qu'elle l'a gagné et qu'on a gagné le prix Irène Joliot-Curie de la chercheuse en entreprise. Donc, c'est une chose qui s'appelle Dean Thuy, vous trouverez son nom sur Internet. Et maintenant, elle sert aussi de rôle modèle pour que d'autres jeunes femmes aient envie de partir dans cette carrière. Super. Il y a une question que je pose chaque semaine, parce que quand on va rencontrer les jeunes dans les établissements, que ce soit les IUT, les BTS, les universités, les grandes écoles de commerce et d'ingénieurs, voire même les écoles doctorales, on dit toujours aux jeunes, le métier paillette n'existe pas. Dans chaque job, même le meilleur job, il y a des choses qu'on aime profondément et qui nous passionnent, et c'est ce qui fait qu'on est heureux de faire ce job au quotidien. Et puis, il y a toujours un côté plus contraignant ou plus embêtant. Si on prend votre job, c'est quoi qui vous passionne et qui fait que vous êtes super heureux dans votre poste? Et c'est quoi les côtés plus contraignants? Alors, on me pose une question difficile parce que j'essaie d'avoir, j'ai vraiment une philosophie positive des choses. C'est-à-dire que même quand on a des ennuis, il y a toujours quelque chose à en tirer d'intéressant. Quand mes enfants, ils revenaient à l'école, de l'école en disant mon prof est chiant, moi, je leur disais, essaye de comprendre pourquoi il est chiant, puis essaye de faire en sorte que toi, si tu étais prof, tu seras moins chiant, donc apprends de ce qui va pas. Mais bon, sérieusement, ce qui est moins enthousiasmant, c'est c'est quand on a l'impression de pas avancer. C'est-à-dire que on est dans des à la fois, il y a tellement de besoins. Je parlais des besoins pour développer en Afrique, il y a des besoins sur l'inclusion numérique, même en France, il y a des besoins sur l'énergie, il y a des besoins sur... Mais on est dans une industrie où, pour réussir à faire marcher un téléphone, hein, il faut que tous les téléphones du monde parlent ensemble à travers tous les équipements de tous les fournisseurs. Donc, ça demande des normes internationales très complexes et qui prennent des années à bâtir. Et donc, on a plein d'idées. On voudrait avancer sur plein de nouvelles choses qu'on pourrait faire pour améliorer l'efficacité. L'exemple de l'énergie dont j'ai parlé tout à l'heure, Ouais. Il a fallu qu'on se batte parce qu'au début, les gens ne nous comprenaient pas. Ils disaient, on ne voit pas pourquoi, ça sert à rien. Le pétrole est pas cher, on n'a pas besoin. Après, ils ont compris, mais il y avait des gens qui étaient contre parce que eux, c'était pas leur intérêt parce qu'ils vendaient, par exemple, un industriel, il peut vendre des alimentations électriques. Donc, ceux qui vendent des alimentations électriques, il a pas vraiment envie que vous baissiez votre consommation électrique, si vous voulez. Donc, il va faire tout ce qu'il peut pour retarder la baisse d'énergie parce que lui, c'est son métier, c'est de vendre des alimentations. Et donc, c'est ces discussions qui sont forcément longues pour mettre tout le monde d'accord. Et alors, des fois, on est frustré parce qu'on se dit, mais si on était deux, ce serait si simple. Mais ce qui est beau dans le métier des télécoms, c'est qu'on avait un vieux slogan à Orange, c'était les hommes qui relient les hommes. Il faudrait rajouter les hommes et les femmes qui relient les hommes et les femmes. Mais c'est vraiment ce côté relation qu'on est en train de créer qui se parle longtemps à l'avance pour se mettre d'accord sur comment on va se parler. Techniquement, j'entends, sur les protocoles, dans les réseaux, etc. Donc c'est long, et des fois l'impatience fait qu'on a envie d'aller plus vite, mais je donne un exemple aussi dans ma carrière. Un des premiers trucs que j'ai fait, c'est d'aller dans la normalisation de ce qu'on appelle, vous connaissez MP4, MP4, et Oui. là, moi j'ai fait MP1.
Donc, la première norme de compression d'image vidéo numérique. Avant, la vidéo, c'était analogique, donc qualité pas terrible, etc. On était 30 dans le monde à y croire. Les autres personnes y croyaient, ils pensaient que ce serait trop cher, etc. Et donc, de temps en temps, je mets un DVD ou je stream, et je me dis, mais dans ce truc-là, il y a un bout de réflexion que j'ai fait il y a 30 ans, qui est dans ce qui se passe aujourd'hui, dans les réseaux d'aujourd'hui. Donc, il faut de la patience pour voir arriver ces idées dans le concret. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'Orange était un groupe international, qui était très connu en France, mais que vous étiez présent aussi dans plein de pays. Pour vous rejoindre et pour travailler avec vous, bien parler anglais et avoir peut-être fait une partie de ses études à l'international et en plus, comment ça marche? De toute façon, je pense que pour toute carrière, et c'était un peu mon cas, d'avoir parcouru plusieurs cultures, avoir une connaissance de l'intérieur de plusieurs cultures, c'est super enrichissant. Oui, on a aussi d'ailleurs des chercheurs, pas que en France, on en a en Pologne, en Égypte, en Afrique de l'Ouest, on en a aussi en Tunisie par exemple. Voilà, donc déjà nos chercheurs, ils sont pas tous en France. Et donc, on a des programmes, et on a en Chine aussi d'ailleurs, on a des programmes où on a mélangé des chercheurs de Lannion en Bretagne. On est aussi très, en France, vous savez, il y a des gens qui se centralisent beaucoup, mais nous, on a une entreprise de réseau, donc il y a des réseaux partout, et on a des centres de recherche partout en France. On en a dans le sud, à Nice, à Grenoble, on en a à Belfort, à des endroits où il n'y a pas tellement de R&D, Lannion, par exemple, Caen. Donc, c'est vraiment pas mal de lieux en France et à l'étranger qui doivent se coordonner, et il y a aussi des sujets de culture entre les Bretons et les Lorrains. Je dis ça parce que je suis Lorrain, ma femme est bretonne. Donc. Et comment vous projetez, comment vous imaginez votre poste dans quelques années? Quelques années, pour moi, c'est plutôt la retraite. Hein, donc, mais le poste, quelqu'un va le reprendre. Alors, je pense et c'est important, hein, je le dis, c'est pas parce que je pense qu'il faut qu'on laisse la place aux jeunes aussi. C'est-à-dire que le nouveau monde qui tous les jours s'invente, il faut que les gens qui ont de l'expérience, à un moment donné, ils entraînent des gens plus jeunes à monter, prendre des rôles de responsabilité le plus vite possible, parce qu'on a aussi besoin de rajeunir, non seulement de féminiser, mais aussi de rajeunir en général les postes. Donc, j'imagine dans quelques années, le directeur de la recherche d'Orange sera peut-être une directrice et sera plus jeune et rééquilibrera alors ce qu'on est en train de faire en ce moment. Et j'avais 2 jours de séminaire là, juste avant, avec tous mes chercheurs. Hein. C'est déjà, je vous l'ai dit, on est une recherche qui est technologique et sur les usages. Et on est en train de réfléchir à rajouter un pan à la recherche d'Orange qui est comprendre les conséquences de ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on déploie une nouvelle technologie, il y a toujours des conséquences positives, c'est pour ça qu'on le fait, on ne fait pas ça pour faire du CO2, on le fait parce qu'on pense que c'est utile de communiquer, on pense que c'est utile. Maintenant, ça engendre forcément des choses négatives. Il n'y a pas une technologie, hein, c'est comme le feu. Le feu, je peux faire un barbecue, c'est super, et je peux aussi faire brûler les forêts. Hein. Donc, on a envie que la recherche d'Orange s'interroge aussi sur les conséquences en termes de responsabilité sociétale des technologies qu'on développe. Et pour ça, il faut faire de la recherche. Par exemple, mesurer précisément, on dit le numérique consomme de l'énergie. Bon, c'est vrai. Mais le numérique permet aussi d'économiser de l'énergie à côté, parce que chaque fois que je fais une vidéo, au lieu de me déplacer, vous faites le calcul, vous y gagnez beaucoup. Mais personne ne sait vraiment combien on économise grâce au numérique, parce qu'on n'a pas développé les outils pour mesurer ça. Donc, on réfléchit à faire une recherche qui soit toujours sur les technologies, toujours sur les usages, mais aussi sur l'impact sociétal et environnemental de nos technologies pour mieux les maîtriser. L'exemple aussi, c'est l'éthique de l'IA. On fait de l'intelligence artificielle, je vous ai dit qu'on est dans les meilleurs du monde en IA, mais on ne peut pas imaginer, hein, c'est science sans conscience n'est que le ruine de l'âme. L'IA a aussi une face sombre, faut pas je la connais bien, et on travaille évidemment à faire une IA responsable et respectueuse de la vie privée, contrairement à d'autres acteurs. Ça fait partie de notre raison d'être, hein, si vous voulez. Et c'est des problèmes de recherche, ça. Voilà, des problèmes de recherche qui se traduisent après. Vous faites de la cryptographie, vous faites des outils pour vérifier que l'IA elle n'est pas biaisée, qu'elle ne va pas prendre des décisions contraires à l'équité, par exemple homme-femme. Ça, c'est des outils qu'il va falloir fabriquer. Peut-être ma dernière question. Allez-y. Non, mais c'est ça. Le rôle d'un directeur de recherche, on entend directeur au sens patron. Ouais. Et moi, je pense vraiment en termes de direction, orientation.
qu'est-ce qu'on voudrait faire demain de différent. Et après, on est dans l'impulsion. Mon rôle, c'est de faire que tous les chercheurs d'Orange se disent ah oui, c'est vrai, c'est bien le numérique, mais le numérique, c'est pas la panacée, ça résout pas tous les problèmes du monde. Il y a d'autres choses dans le monde que du numérique. Et qu'est-ce qu'on doit faire demain pour faire la bonne dose de numérique et la bonne dose de pas numérique, même si notre métier, c'est de faire du numérique. Peut-être la dernière question avant que je prenne les questions nombreuses des étudiants. J'entends le petit tic qui montre qu'il y a des questions qui sont posées les unes après les autres et je vous encourage à continuer à le faire. On est dans une période qui est clairement anxiogène pour les jeunes. Beaucoup ont perdu leur stage, leur alternance. D'autres arrivent sur le marché du travail et ont fini leurs études cette année en se disant « Aïe, 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 j'arrive au pire moment sur le marché du travail. Est-ce que je dois poursuivre mes études, faire une année de plus pour finalement arriver sous de meilleurs auspices ?» Est-ce que vous avez un conseil pour ces jeunes? Vous avez dit que vous voyez les choses positives. Est-ce que vous pouvez leur prodiguer un conseil pour peut-être les rassurer ou leur donner des conseils pour justement s'en sortir mieux dans cette période un petit peu particulière? Alors, c'est difficile parce que, comme je l'ai dit, tout est nouveau là. Donc, on peut faire des prédictions sur le futur, on est sûr de se tromper. Mais après, on a connu, même dans ma carrière, qui a duré une quarantaine d'années déjà, mais moi, j'ai connu des moments où effectivement, moi, quand je sortais de l'école, pour vous dire, les ingénieurs, tellement il en manquait qu'on nous proposait des pré-contrats pour nous donner de l'argent avant même de sortir de l'école. Bon, ça a disparu. Il y a eu des chocs industriels, le choc pétrolier, etc., qui fait qu'on a connu des moments déjà d'incertitude professionnelle. Mais c'est vrai que et puis d'une manière générale, la situation économique de l'Europe est complexe. Bon, ma première conseil, c'est de dire voilà, suivez vos passions. C'est-à-dire moi je dis ça depuis 30 ans à tous les jeunes qui me demandent, et j'ai eu des doctorants, j'en ai eu 15, etc. Moi-même, quand j'ai fait un choix de rester à l'université, quand tous mes collègues allaient gagner plein d'argent dans l'entreprise, c'était pas forcément majoritaire comme choix, mais c'est ce que j'avais envie de faire. Et je crois qu'on vous parliez en début d'avoir un job qui vous plaît, c'est fondamental. Il y a plein de manières aujourd'hui de travailler aussi. Il y a des diversifications de pratiques. Bien sûr que il y a longtemps, c'était le CDI dans une grande boîte, c'était ça l'alpha et l'oméga. Puis après, c'était la mode des startups. Donc le rêve, c'est que tout le monde allait en startup. Les startups, c'est pas parfait non plus. C'est très incertain. Puis quand on commence à avoir une charge de famille, si la startup elle marche, on est très riche, mais c'est très rare. Et voilà. Donc j'ai expérimenté un peu ça personnellement. Donc l'expérimentation de parcours variés, je trouve que c'est bien. Ça vous permet d'être plus polyvalent, plus capable de réagir. Voilà. Donc suivez vos passions. Expérimenter plusieurs choses, et puis le monde sera ce qui sera. Hein. Donc, je pense que vous avez de la compétence et de la motivation et de l'envie. Il y a des places pour tout le monde. Enfin, on fait société et voilà, on va y arriver. Bon, côté Orange, faut être clair aussi. On maintient des recrutements. On n'est pas une entreprise. On recrute. En recherche un certain nombre de personnes, une vingtaine de personnes par an. Plus largement, Orange recrute parce qu'on a des tas de jobs dans des tas de domaines. Nous, on va s'attacher à maintenir, coûte que coûte, on va dire ça comme ça, nos flux, essayer de travailler avec aussi les doctorants. Hein, il faut les prolonger. En ce moment, ils ont un problème, les doctorants, c'est qu'ils ont été arrêtés, ils ne pouvaient pas aller sur les labos pour faire leurs mesures. Donc, on est en train de prolonger leur contrat pour essayer d'obtenir un peu plus de temps pour qu'ils puissent finir leur thèse dans de bonnes conditions. Vous disiez 150 doctorants qui travaillent avec vous en ce moment, c'est ça? Alors, 140 doctorants et post-doctorants, parce qu'on prend aussi des post-docs qui ont déjà une thèse et puis qui refont une expérience dans un labo industriel. Alors, c'est intéressant, souvent des gens qui ont une thèse un peu académique, ils peuvent aller faire des choses plus près du terrain dans un labo industriel, s'ils envisagent d'aller plus tard, plutôt dans la recherche industrielle. Parfait. Le timing est bon, il est 18h30 et c'est l'heure de passer du coup aux nombreuses questions des étudiants. Je les découvre moi aussi pour pouvoir les poser. J'ai l'impression qu'il y a différentes catégories de questions. Il y a d'un côté des questions sur recrutement, etc. Et puis après, il va y avoir des questions très spécifiques sur des technologies ou sur la manière de travailler, etc. Donc, je vais essayer de trouver une cohérence dans les retours. Donc, j'essaie de voir un petit peu. Il y a Thomas qui nous dit
Est-ce que vos ingénieurs-chercheurs sont en statut CDI ou travaillez-vous avec des freelances? Y a-t-il un statut spécial? Peut-être vous expliquer comment ça fonctionne, les ingénieurs-chercheurs? Alors, ils sont tous CDI, c'est-à-dire à l'exception des doctorants. Par définition, le doctorant, c'est 3 ans, donc c'est un CDD de 3 ans, hein, une thèse, et les post-doctorants qui ont des CDD de 6, 9 ou 12 mois, ça dépend des sujets. Mais à l'exception de ceux qui sont statutairement CDD, parce que c'est une thèse et c'est fait comme ça, le reste, ce sont des CDI, donc qui sont de métiers variés, par contre. On va avoir des métiers très, très variés. Vous pouvez être software développeur, codeur, et venir travailler pour la recherche de rang. Vous pouvez être architecte, vous pouvez être spécialiste en cryptographie, en IA, en sociologie, etc., etc. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de métiers différents qui, pour autant, alors pour le coup, le besoin, si on veut travailler pour la recherche d'Orange, on prend principalement en recrutement des gens qui ont fait un doctorat, parce que c'est ce qu'on appelle la formation par la recherche. Et donc, vous faites diplôme d'ingénieur ou diplôme universitaire équivalent, et ensuite 3 ans de doctorat, et ensuite, vous pouvez rentrer à Orange ou dans d'autres centres de recherche industriels avec une expérience de la recherche dans le cadre du doctorat. On a Kevin qui a 24 ans, qui est en 3e année diplôme d'ingénieur à l'IMT Atlantique, qui demande « Conseillez-vous de faire une thèse juste après le diplôme d'ingénieur ou plutôt d'avoir une première expérience professionnelle avant de s'y mettre ?» Alors, à titre personnel, j'ai fait la deuxième option, c'est-à-dire que j'ai rejoint en tant qu'ingénieur un département de recherche, j'ai bossé quelques années et j'ai fait ma thèse réellement 4, 5 ans ou 6 ans après avoir quitté l'école. C'est assez rare, en fait. La plupart des gens font quand même une thèse dans la continuité. J'ai pas de conseil. Je pense que bon, on fait des thèses différentes. Quand on l'a fait dans la continuité, ben on a vraiment 3 ans très dégagés. En général, vous n'êtes pas encore chargé de famille. Vous avez vraiment le temps de vous consacrer pleinement à un sujet où vous êtes le premier à vous en occuper. C'est ça une thèse, hein, c'est défricher un truc que personne n'a fait avant. Et vous êtes très libre pour faire ça. C'est vrai que quand on l'a fait plus tard, moi c'était mon cas, j'avais 2 enfants, ils allaient à la plage, moi je rédigeais ma thèse pendant qu'ils allaient à la plage. Hein. Il faut être clair que j'ai passé mes étés à pas vraiment prendre de vacances. Donc c'est un choix personnel. Moi j'ai pas regretté le choix que j'ai fait, donc c'est à vous de voir. Il y a Fabio qui ne nous a pas donné d'informations sur ses études, qui nous dit en tant que jeune ingénieur, pourquoi travailler chez Orange plutôt que dans une start-up tech? Alors moi j'ai fait un peu tout, donc j'ai fait du public, du privé, de la start-up. C'est des mondes très différents. Je l'ai évoqué tout à l'heure. La start-up, c'est excitant, on n'est pas beaucoup, on invente un truc, on va chercher des sous, voilà, très bien. Maintenant, il y a un très haut niveau de risque, ce qui fait qu'il y a aussi, faut voir quand même que les startups, on parle surtout des trucs qui ont bien réussi et des gens qui ont fait un super truc, mais on oublie tous ceux qui ont essayé et qui ont raté. Hein. Donc, si on va en startup, faut espérer réussir, mais aussi savoir que ça peut ne pas marcher. Il y a aussi beaucoup de pression dans les startups. Hein. C'est sympa, c'est cool, mais il y a vraiment une grosse pression. Alors, on travaille aussi beaucoup à Orange, je vous rassure, mais on a si vous voulez, on a des process, on accompagne les gens, ils peuvent accéder à des formations. Voilà, il y a tout un environnement. Quand on est dans une entreprise comme Orange, il y a un environnement de développement professionnel avec plein d'options. Déjà, vous pouvez changer de métier à Orange. Il y a des entreprises qui font pas ça, mais il y a des gens qui commencent dans la techno, qui ensuite vont faire des ressources humaines. C'est des parcours qui peuvent changer comme ça. Et puis, on est une entreprise, et ça, je regardais sur Internet, on est une entreprise qui a de vraies valeurs au sens noble du terme. Bien sûr, on est commercial, bien sûr qu'on est une industrie comme d'autres industries, mais depuis longtemps, et c'est peut-être un peu l'héritage du service public qui est ancêtre d'Orange, mais une entreprise qui a une raison d'être vraiment parlante, qui me parle, et d'ailleurs, dans les choix de carrière, il y a des entreprises, je ne vais pas donner de nom, mais qui peuvent vous donner un paquet d'argent, parce qu'ils ont besoin de vos compétences et vous serez sous pression, mais en fait, peut-être que les valeurs de cette entreprise ne vous correspondent pas. Et si la valeur de la start-up, c'est vos valeurs, allez-y. Et si c'est une start-up qui fait des trucs que vous aimez pas, n'y allez pas. Donc, les valeurs et la culture de l'entreprise, c'est au moins aussi important que le salaire et plus le développement professionnel qu'on vous offre. Hein, parce qu'une carrière, ça se construit. Et c'est vrai qu'une start-up, c'est une aventure, mais c'est un peu fermé et c'est pas comme ça qu'on arrive à monter en compétences très facilement.
Il y a Arthur qui a 21 ans et qui est étudiant à EPITA, qui nous dit « Bonjour, que conseillerez-vous à un jeune qui hésite entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée ?» Alors, j'ai fait un peu les deux. Alors, d'abord, j'ai bien aimé expérimenter les deux. Il y a très peu de gens qui font ça, très peu qui font un grand parcours en recherche académique et ensuite un parcours en recherche en industrie. Ce que je dis toujours, quand j'étais dans la recherche académique, je bénéficiais d'une liberté individuelle extraordinaire. En gros, vous faites ce que vous voulez, d'accord? Mais quand on est dans la recherche dans un groupe comme Orange, on a une puissance collective pour collectivement avoir des degrés de liberté bien plus grands. Quand vous êtes tout seul au CNRS, vous n'allez pas influer la 5G. Vous allez faire une petite brique technologique, très bien, mais c'est pas vous qui allez orienter le monde technologique dans une direction. Donc individuellement, vous êtes plus libre dans le monde académique, mais je pense que collectivement, on a des degrés de liberté grâce aux moyens qu'on met qui sont plus importants pour changer les choses quand on est dans un monde industriel. Bon, mais j'aime bien aimer les deux. Hein. On a besoin des deux. Hein. On essaie de cultiver, parce que aussi, alors on va être la face négative aussi des grands groupes. Un grand groupe, c'est des procédures, c'est des trucs parfois contraignants, c'est pas très rapide, parce que voilà, mais bon. Et du coup, moi, j'essaye de garder l'esprit start-up dans un grand groupe. Voilà. Donc, c'est possible d'avoir l'esprit start-up dans un grand groupe. Oui, alors il faut être d'abord, oui, je pense qu'il en faut d'ailleurs. Il faut des gens qui sont un tout petit peu aux frontières, qui sont un petit peu en challenge et qui sont pas. Mais il faut aussi des gens pour faire marcher. Et c'est pour ça, enfin, il faut pas être trop négatif. Une entreprise comme Orange, elle fait marcher un réseau extraordinaire, 400 millions de clients, 24 heures sur 24, ça tombe jamais en panne quasiment. Alors, celui qui est en panne, il râle toujours que son ADSL ne marche pas, mais statistiquement, on a un travail pour que tout marche tout le temps, qui se voit pas. Et donc ça, c'est des procédures et des choses très, très balisées, mais il faut aussi qu'on innove. Et donc, il faut qu'une grosse entreprise comme Orange soit innovante et il faut des gens qui ont l'esprit start-up pour ce faire. Mais il faut qu'ils s'accommodent aussi des quelques contraintes qui existent dans les grands groupes. On a Jo Ing, je m'excuse si j'ai mal prononcé, qui a 22 ans et qui est étudiante en cycle ingénieur à Télécom Paris, qui dit « Il y a toujours un stéréotype que le travail dans la recherche est très théorique. Est-ce vrai dans l'industrie? Y a-t-il des missions plutôt pratiques et appliquées ?» Alors, après, la notion de théorique et la géométrie variable, parce que ce qui est pour nous, ce qu'on fait, vu par un chercheur du CNRS, c'est très, très pratique. Vous voyez, et puis, donc, oui, on fait des choses très concrètes, très pratiques. Je vous ai dit, on va sur le terrain, on a des projets où on a fait voler des drones au-dessus de la baie de Quiberon avec une caméra 360 pour aller capturer, c'était un événement de windsurf. Et l'idée, c'est comment on immerge le spectateur avec un comme s'il était un des compétiteurs pendant la compétition de windsurf, avec le son, l'image. Pour ça, il fallait un drone qui se balade au milieu de la compète et qu'il fallait récupérer tout par une caméra 360. Il fallait ensuite un réseau spécial qu'on a inventé pour amener à très haut débit tout ça à terre. Bon, ben ça, c'était des problèmes théoriques, mais il y avait aussi plein de fils à tirer et il y avait du vent et il fallait faire attention à, voilà, parce qu'on va sur le terrain. Pareil sur l'automobile, on a passé par 2 degrés, 0 degré à Belfort, il y a une piste d'essai, et au tout début de la 5G, on faisait tourner des véhicules avec des gens qui étaient en parka et qui faisaient des mesures de terrain. Et là, on n'était pas dans la théorie parce qu'il y avait 3 jours d'essai, il fallait qu'on affronte les éléments pour se faire. Hein. Donc oui, on peut faire les deux, mais on peut faire de la théorie. Il y a de très beaux théoriciens, mathématiciens qui font de la recherche opérationnelle, de la cryptographie dans la recherche, et puis il y a aussi des gens qui intègrent des systèmes et qui les testent en vrai. Il y a Irmine qui nous dit « Est-ce que vous êtes dans la capacité d'accepter des alternants au sein du groupe ?» Oui, alors on a une grande enfin, on a très ouvert. Vous regarderez, vous allez, il y a un truc qui s'appelle orange.jobs, et orange.jobs, vous avez toute l'offre. Alternance, stage, thèse et CDI, tout est sur orange.jobs. Et oui, il y a beaucoup d'alternants qui font des passages en alternance chez nous. Emmanuela, qui est en master de droit du numérique à La Rochelle Université, qui nous dit « Est-ce que des juristes ou doctorants en droit peuvent intéresser Orange ou bien est-ce que vous recherchez uniquement des ingénieurs pour la recherche ?» Alors, c'est une bonne question. Je vous disais qu'il fallait qu'on s'intéresse aux enjeux sociétaux de la technologie et parmi ces enjeux, il y a des enjeux juridiques. Alors, on a déjà peu nombreux, hein,
pour être très honnête, mais on a déjà mené en coopération des thèses en droit, d'accord, en coopération avec des académiques spécialistes en droit. Donc c'est possible, c'est pas très fréquent, mais oui, ça peut être intéressant sur le droit du numérique, sur le droit de l'IA, sur le droit des données personnelles. Il y a plein de choses complexes. Et si vous êtes spécialisé dans ça, c'est envisageable. Et, encore une fois, c'est pas très nombreux, hein, faut être tout à fait honnête. Il y a Corentine qui nous demande quelles sont les compétences clés pour évoluer en interne chez Orange. C'est quoi que vous recherchez aussi en termes peut-être de soft skills, on va dire, au-delà du côté diplôme, naissance, etc. Je pense que il y a le sens du collectif. C'est une entreprise de réseau, je vous le disais, et faire réseau, c'est serrer les coudes sur le terrain, et c'est vrai aussi dans la recherche. Donc il y a le collectif, l'envie de faire des choses ensemble, les valeurs comment dire, de soucis, de bien faire. Je vous dis, c'est la culture, il faut que le réseau marche, quoi. Donc c'est parfois, faut pas être trop dans la culture paillette. Vous voyez, un opérateur, c'est quelque chose qui il réussit si tout va bien et que personne n'en parle. Et évidemment, on parle que des pannes de réseau, mais il y en a quand même beaucoup d'évités. Donc, faut être dans une culture un peu de service. On a une entreprise de service, tournée vers le client, vers l'usage, et c'est vrai même pour les chercheurs. C'est-à-dire qu'un chercheur, il fait sa recherche, mais il faut qu'il se pose la question du client et de l'utilisateur demain. Qu'est-ce qu'il fera? J'invente un machin d'IA qui fait papa-maman, mais est-ce que c'est utile chez les gens? Et nous, on fait ça. On met nos trucs d'IA dans des expériences avec des vrais utilisateurs qui nous disent mais ça ne nous sert à rien ton truc, ça nous gave, hein. Et donc voilà, donc il faut faire attention à ça. Il faut être tourné vers l'utilité et voilà, ce qu'on met dans notre raison d'être. Regardez, c'est une entreprise qui donne les clés du numérique. Voilà, c'est qui essaye d'aider. On amène aussi des gens qui sont pas du tout dans Internet. Pendant des années, on a formé en boutique des gens qui ne savaient même pas ce que c'était qu'Internet. Alors, là, ils venaient en boutique, on leur montrait un petit peu, puis peu à peu, il y a des papis, des mamies qui se sont mis un peu grâce à Orange. Donc, il y a ce côté-là, voilà. Entreprise de service et tournée vers ses utilisateurs. Après, il faut être, je pense, de plus en plus communicant, c'est-à-dire que même des ingénieurs hyper techniques qui ont des super idées brillantes, s'il n'y a que qui les comprennent, jamais personne n'achètera leur idée. Donc, il faut convaincre quelqu'un du business, il faut convaincre un financier, il faut convaincre un client. Il faut aussi écouter. C'est-à-dire que communiquer, c'est pas juste je suis le meilleur. Voilà, il faut se dire mais pourquoi l'autre il comprend pas ce que je lui dis. Donc vraiment dans les soft skills, on travaille beaucoup sur ce côté d'expliquer, communiquer. Et pour les chercheurs, ça veut dire vulgariser. Vulgariser. Oui, on est super spécialiste de trucs, mais il faut pouvoir parler à plein de gens de ce qu'on fait. Une question d'une personne qui participe à de nombreux webinaires et que je reconnais, qui s'appelle Chériane, qui a 27 ans et qui fait un M2 en marketing commercial et management, qui dit justement, est-ce que vous êtes en étroite collaboration avec les services marketing et com de votre groupe pour les aider à promouvoir vos innovations et leur apporter les éléments techniques nécessaires? Oui, alors plus qu'une collaboration, puisque les programmes de recherche, donc on a une direction qui s'appelle marketing, et en fait, il y a des personnes qui, dans cette direction-là, qui font aussi de la recherche, qui participent à des projets de recherche parce que, d'abord, ils comprennent mieux la valeur des idées qui sont promues en recherche, mais aussi ils amènent un éclairage justement sur les besoins des utilisateurs, voilà ce qu'on appelle la voix du client. La voix du client, même un projet de recherche peut se poser la question de la voix de l'utilisateur. Qu'est-ce qu'il en pense, il ou elle? Donc oui, on a des collaborations très intenses et d'ailleurs on parle plus de R&D, on parle de processus d'innovation dans lequel il y a de la technologie et aussi des usages, comme je l'ai dit, y compris avec un regard marketing des usages. Il y a Florian qui a 23 ans et qui est en 3e année cursus ingénieur par apprentissage à l'IMT Atlantique, qui dit, pensez-vous que l'IA ou les data science sont devenues des compétences indispensables dans la recherche appliquée chez Orange et en général? Oui. La réponse était courte. Non, mais si vous voulez, c'est un peu
c'est un peu la programmation du 21e siècle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'imagine plus être ingénieur en quoi que ce soit, y compris en mécanique, etc., sans avoir une capacité minimale de se débrouiller avec du logiciel, coder, etc. Donc, le code, c'est devenu, avant, c'était la calculette et la règle à calcul. Après, c'était l'ordinateur. Si je sais pas me servir de l'informatique, je suis bon dans aucun métier, en fait. Parce que tous les métiers ont besoin d'être agiles en informatique. Et je pense que l'IA devient un outil. Alors, il y a encore, c'est le début. Hein, l'IA, j'ai fait de la recherche en IA dans les années 80. Ça marchait pas du tout, donc là, ça marche mieux quand même maintenant. Donc oui, ça devient très utile pour faire plein de choses qu'on ne sait pas bien faire, nous, êtres humains. Il faut donc comprendre comment ça marche et pour certains s'y spécialiser. Alors, il y a quand même plusieurs niveaux dans l'IA. Il y a ceux qui sont spécialistes en algorithmes d'IA, donc les data scientists ou les chercheurs en IA. Et ensuite, il y a des gens qui ont besoin juste d'utiliser l'IA, qui sont des utilisateurs comme ils utilisent des logiciels. Mais même ça demande de comprendre comment ça marche et quelles sont les limites d'un logiciel d'apprentissage, par exemple. Donc, il faut quand même en comprendre quelque chose pour bien l'utiliser. Puis après, il y a tous les métiers qui, un jour ou l'autre, vous aurez des outils enrichi par de l'IA. On a fait des prototypes d'ailleurs intéressants, par exemple autour du mail, comment on améliore le mail grâce à l'IA. Et donc, du coup, vous coopérez, vous, dans votre métier, quel qu'il soit, avec l'IA, comme vous coopérez aujourd'hui avec de l'informatique classique. Alors, j'ai une question de Jeanne, qui n'a pas mis qui elle était ou en quelle étude elle faisait, mais qui a été très plébiscitée sur l'onglet questions. Du coup, je la pose. Vous avez de nombreuses fois évoqué le domaine de la RSE et de l'éthique de manière plus générale. Quel poids a votre voix dans l'entreprise ? Elle dit qu'on connaît bien les divergences entre discours politique d'un côté et scientifique. Est-ce que c'est aussi conflictuel aussi au sein d'une entreprise comme Orange ou pas ? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment porté en interne ? Comment ça fonctionne ? C'est très porté en interne, puisqu'il suffit de voir, on vient d'annoncer ce qu'on appelle un plan stratégique qui s'appelle Engage 2025. Donc, vous regardez ce qu'a dit Stéphane Richard de nos engagements. Donc, par exemple, l'ensemble de l'industrie des télécoms dit on veut être neutre en carbone en 2050. Orange dit non, on veut être neutre en carbone en 2040. Et en plus, on veut avoir, c'est facile, 2040, c'est dans longtemps, mais on peut avoir un point de passage avant. On se donne des objectifs avant 2040 pour être sûr d'arriver à la neutralité carbone en 2040. Donc ça, c'est pas, et derrière, ça bosse, hein, parce que derrière, pour arriver à le faire, on fait de l'économie d'énergie, on fait plein de trucs pour arriver à ça. Donc ça, c'est sur le registre de la partie environnementale et aussi sur l'inclusion. Je vous le dis, on a une mission de donner les clés du numérique et ça, c'est vraiment concret. Enfin, c'est aider des gens qui viennent en boutique et qui se demandent ça marche pas, mon machin est bloqué, comment je fais? Donc ça, c'est pas de la recherche, hein, c'est de la relation commerciale, et relation en boutique, relation client, comme on dit. Mais oui, on a une voix. Mais une entreprise, c'est fait plein de voix. Hein. C'est un orchestre. Hein. Mais je sais qu'on est écouté. Je sais que on vient de nommer un dirigeant RSE dans la division dans laquelle je suis, avec lequel on travaille déjà beaucoup. On lance des projets. Donc, mais on n'a jamais. Enfin, en entreprise, vous avez toujours plein de voix. Hein, donc, mais je crois qu'on a cette capacité à écouter ce qui sort de la recherche et essayer d'en faire quelque chose à l'échelle du groupe. Sinon, je ne serais plus là. Voilà. C'est très simple. Okay. C'est vrai que moi, je vous ai dit que j'aimais bien que les choses avancent. Donc, si je me rends compte que je ne sers à rien, je change d'entreprise, hein, pour le coup. J'imagine. Frédéric, qui est à l'INSA Lyon, nous demande est-ce que vos chercheurs participent à des publications internationales ? Et sur quelle thématique scientifique vous ressortez du lot? Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple, par exemple? Alors oui, on a 150, 200 publications par an dans des journaux de très bon rang. Et donc oui, on a même des Best Paper Awards. Donc c'est les meilleurs papiers dans des conférences. On a des chercheurs qui les ont obtenus. Donc on est dans une recherche dans l'entreprise, mais qui a une excellence académique. On a aussi un conseil scientifique qui regarde un peu ce qu'on fait, qui nous dit est-ce que vous êtes vraiment au top et on a son président avant, c'était Cédric Villani, donc il nous disait mais j'imaginais pas que j'avais des chercheurs aussi brillants à Orange parce que vraiment vous avez des compétences quoi. Donc on a ça. Alors dans quel domaine? Je vous ai parlé d'IA, on a je vous dis, on va faire une première mondiale, un robot qui parle en Wolof, ça s'est jamais fait. On a des très beaux compétences en cryptographie reconnues au plus haut niveau mondial et on est en train d'essayer de travailler à un sujet technique. Alors je vous lance un peu de sujet, mais ça s'appelle la cryptographie homomorphique. Okay. Quel est le problème? C'est comment je peux faire mes traitements, mes calculs d'IA
chez Amazon, mais on ne veut pas qu'Amazon voit mes données. Donc, il faut qu'ils puissent faire des calculs, mais faire des calculs en mode encrypté. Aujourd'hui, encrypté, vous stockez un fichier, vous le déstockez, mais vous ne pouvez pas faire des calculs sur des chiffres, des données encryptées. Donc, on a toute une branche de mathématiques qui permet de faire de la cryptographie homomorphique, ou peut-être demain, vous pourrez confier vos calculs à Amazon parce qu'ils sont pas chers, mais vous êtes certain d'un truc, c'est qu'ils ne pourront pas regarder vos données. Voilà. Et puis d'autres sujets où on a vraiment tout ce qui est radio, hein, on a une chercheuse, celle dont je vous parlais tout à l'heure, elle a inventé et elle développe, pas complètement inventé, elle a adapté, mais elle le développe, un dispositif permettant d'envoyer de l'information entre deux objets à 5-10 mètres sans émettre d'ondes électromagnétiques nouvelles, sans énergie. Donc en fait, on appelle ça de la communication sans énergie. Vous n'êtes pas obligé de mettre une antenne pour envoyer encore des nouvelles ondes radio. Vous utilisez les ondes radio qui existent déjà naturellement autour de nous et vous arrivez à les modifier pour pouvoir transmettre des messages. Et elle était reconnue dans des prix scientifiques là-dessus. Ici sur le logiciel, on a des gens qui font des choses très avancées dans le domaine du logiciel, tout ce qui est la virtualisation des réseaux, des trucs assez complexes avec des environnements logiciels très sophistiqués. Voilà. On a une question de François qui est en DT mesures physiques, qui nous dit quels sont vos projets en data science, quelle est la place des data science dans votre département et quel type de profil recrutez-vous. Alors, pour quel type de profil recrutez-vous? Je voulais également vous dire que toutes les offres dispo dans le groupe Orange ont été mises sur le chat. Là, donc vous pouvez les retrouver. Et il y a des offres de thèse, mais aussi de stages, d'alternance, de postdoc et plein d'opportunités. Donc, ça répond en partie à la question. Et de CDI sur la data science. Et de CDI. Alors, autour de l'IA et de la data science, il y a toute une palette de métiers. Il y a les super spécialistes, donc les data scientists. On en recrute, mais finalement, c'est pas des besoins très nombreux. Par contre, la data science, c'est toujours la rencontre entre quelqu'un qui connaît les algorithmes d'IA et quelqu'un qui connaît le métier auquel on applique cette IA. Si je prends un exemple, on va utiliser de l'IA pour assurer, par exemple, la sécurité des réseaux. Aujourd'hui, la sécurité des réseaux, 24 heures sur 24, vous avez des hommes et des femmes qui sont en vigilance ça s'appelle des SOC, des Security Operating Center, sans lesquels, s'ils s'arrêtent de travailler, en une semaine, l'Internet, il marche plus. Il est invivable. C'est parce qu'il y a des hommes et des femmes à Orange qui sont en permanence en train de surveiller, de fermer les trous, si vous voulez, de contre-attaquer quand il y a des hackers qui arrivent, de protéger contre des attaques en déni de service. Ça, c'est des gens qui font ça, entre guillemets, un peu à la main. Donc, ce qu'on amène, c'est de l'IA qui va repérer des attaques et éventuellement même automatiquement décider de bloquer les attaques. Comment on peut bloquer? Il ne faut pas se tromper, parce que si vous bloquez un trafic légitime, la personne elle n'est pas contente de vous bloquer votre émission radio, de télé. Là. Alors, pour faire une bonne solution comme ça, il faut un super spécialiste en sécurité qui fait déjà le travail, parce qu'il sait quel est le problème, et un super ou une super spécialiste en IA. Et c'est les deux ensemble qui vont faire la solution. C'est pas l'IA, c'est juste une clé l'IA. Si vous n'avez pas la serrure en face, ça sert à rien. Même chose, on fait des choses par exemple sur la santé. Donc on a des spécialistes qui font des algorithmes d'IA pour essayer d'utiliser des traces. Comment vous utilisez votre téléphone de manière, on sait pas ce que vous faites. On sait à quelle fréquence vous faites du chat, à quelle fréquence vous appelez quelqu'un. Et en fait, quand on analyse par de l'IA la modification de votre habitude, eh ben on détecte, on a fait ça avec des médecins, hein, c'est eux qui savent, mais on arrive à détecter des maladies comme l'apnée du sommeil ou comme la dépression, parce que ça a un effet sur la manière dont vous utilisez votre téléphone. Bon, bah ça, c'est pas un spécialiste d'IA d'Orange qui va le faire, c'est un spécialiste d'IA d'Orange qui travaille avec un médecin. Donc toujours le spécialiste d'IA et le spécialiste métier. Donc il y a aussi du travail pour tous ceux qui ont un métier en dehors de l'IA. Vous voyez ? Ça, Question de Marion qui a 21 ans et je pense que ça veut dire qu'il y a Rennes School of Business en IT Business Management, si je n'ai pas dit d'erreur. Elle demande si vous faites appel aux utilisateurs Orange pour tester toutes ces super innovations dont vous nous parlez et si oui, de quelle manière? Oui, alors il y a un programme qui s'appelle, je crois, Orange Beta ou un truc comme ça, où vous pouvez, il y a un nombre de quelques milliers de gens qui sont enregistrés à l'avance et qui effectivement testent des nouveaux produits, etc. Donc, j'ai plus le nom exactement test, mais il y a vraiment un programme Orange
qui fait ça, ouais. Il y a Manon, je trouve qu'on a beaucoup de jeunes filles, je trouve que c'est bien, qui posent des questions ce soir. Manon qui a 25 ans, qui est en sécurité des SI. Alors, je suis désolée, à l'ENSIBS, qui demande s'il est possible de travailler en tant qu'ingénieur de recherche sans pour autant avoir un niveau PhD. Alors, non, enfin, ça peut arriver de temps en temps, mais on prendra plutôt des recrutements avec une thèse ou un PhD pour être ingénieur de recherche à Orange. Par contre, avec le diplôme que vous avez sur la sécurité des SI, il y a des recrutements d'ingénieurs en sécurité des SI pour assurer la sécurité des systèmes d'information d'Orange. Il y en a souvent. Donc, si vous voulez faire de la recherche, il vaut mieux passer en tout cas par une thèse pour rentrer à Orange. Et par contre, si vous êtes plus praticienne et cherchez à être opérationnel rapidement sur de la sécurité de SI, il faut aller sur un poste qui va bien. Le temps passe, il y a encore plein de questions que je n'ai pas eu le temps de poser, mais peut-être une des dernières, c'est Marion, encore une jeune fille, qui nous demande si vous avez des références à partager, des sources d'inspiration dans le domaine de l'IT et des nouvelles technologies. On a pas mal de jeunes qui s'intéressent à ces sujets-là. Est-ce qu'il y a des choses à savoir, à lire, à regarder sur le sujet? Alors, il y a plein de sources. Alors, une que je vais vous vendre parce que vous cherchez le blog de la recherche d'Orange déjà et nos chercheurs bloguent. Donc, vous pouvez retrouver plein de sujets, plein de billets et puis un site un peu plus généraliste qui s'appelle Hello Future. Et Hello Future, là, vous avez des tas de choses sur tout ce qui se passe sur l'IA. Hello Future pour un sujet un peu plus généraliste et le blog de la recherche qui est d'ailleurs à l'intérieur de Hello Future. Ça, c'est des choses qu'on publie pour justement assurer notre rôle de vulgarisation par rapport à tout ça. Après, il y a des magazines, chacun ses petites recettes. Moi, je suis abonné à des magazines. Warrior, par exemple, qui a un magazine assez intéressant, ce qui voit assez bien les ruptures. Et puis, moi, je fais partie des gens qui vont toujours revoir ce qu'on appelle les publications primaires. Vous voyez un truc sur Internet qui sort, une IA a réussi à hacker un système. Ok, alors ça, c'est la presse, ça. Regardez l'article scientifique ou l'article du chercheur qui a fait ça et il dira quelque chose de complètement différent que ce qui est repris dans la presse. Donc, si j'ai un conseil, c'est essayer de lire le plus possible l'article de départ, celui qui est fait par celui qui a fait le travail, pas les histoires qu'on raconte dans la presse derrière, qui des fois ont tendance à faire un peu des gros titres de manière un peu étonnante. Et enfin, peut-être pour terminer, on parlait tout à l'heure des différences entre les grands groupes et les startups. Est-ce que chez Orange, on travaille en méthode agile? Est-ce qu'il y a aussi un mode de management et de travail agile? Est-ce que tu travailles de la maison de temps en temps? Enfin, comment ça marche et qu'est-ce qui est fait en termes d'agilité au sein du groupe? Alors, parlons télétravail d'abord. Avant le Covid, on avait déjà depuis longtemps beaucoup de salariés qui utilisaient le télétravail qui est à leur disposition. Donc, une entreprise connectée, évidemment, nos chercheurs travaillent souvent à distance. Et en plus, ils travaillent à distance parce qu'ils sont je vous l'ai dit, dans des centres différents les uns des autres. Donc, ils travaillent à distance, y compris de chez eux. Et quand on est passé, on a mis 50 000 personnes de plus en télétravail en France parce que c'était la crise. Et en termes de méthode agile, oui, tous les programmes logiciels aujourd'hui, et même en recherche, on utilise des méthodes agiles. Alors des méthodes classiques, référentiel CF et de la formation terme. Mais oui, ça fait longtemps qu'on est basculé, plusieurs années qu'on est basculé dans ces méthodes agiles, donc avec des sprints, avec des rituels, avec les stand-up meetings, tout ce qui fait la méthode agile. Et c'est pratiqué même au niveau des grands directeurs qui, de temps en temps, quand ils veulent craquer un problème, alors c'est pas du code, mais c'est des problèmes de stratégie, et on se met des petits sprints pour arriver à sortir des choses rapidement et de manière collégiale, enfin collective. Nicolas, merci. Il faut déjà se dire au revoir. Le temps passe extrêmement vite. Il est déjà 19h. Je m'excuse d'avance pour toutes les questions que je n'ai pas pu poser à Nicolas ce soir, mais j'ai une excellente nouvelle pour vous. Depuis quelques jours seulement, 50 collaborateurs du groupe Orange sont présents sur Major Glasses. Ils n'ont qu'une hâte, vous rencontrer, échanger avec vous, partager la passion de leur métier. Donc, je vous invite à poser toutes vos questions que vous aviez pour Nicolas et auxquelles il n'a pas pu répondre ce soir parce que je n'ai pas eu le temps de les lui poser, directement auprès des ambassadeurs du groupe Orange. Quant à moi, je vous avais dit, c'est notre dernier épisode avant les vacances. On va vous souhaiter de superbes vacances.
La plateforme et nos 48 000 professionnels restent disponibles pendant cette période de vacances. Donc, n'hésitez pas, si vous avez envie de profiter du temps libre, d'aller faire leur connaissance, de vous renseigner sur les différents métiers qui existent. C'est jamais du temps perdu. Au contraire, on travaille sur la suite. Profitez des vacances parce qu'il faut aussi savoir se reposer, se changer l'esprit avant de reprendre la rentrée scolaire. Pas d'inquiétude, on vous retrouve à la rentrée. On vous prépare un super programme avec plein de nouveaux invités d'exception qui reprendront à partir du mois de septembre. On vous souhaite à tous un merveilleux été. On vous dit à très vite. Et encore une fois, merci Nicolas. Et belle rencontre avec les 50 ambassadeurs du groupe Orange. Je vous dis à très vite. Au revoir et merci à tous. Merci beaucoup, au revoir.